Chapitre 10, exemple induction. Numéro 3, dans cet exemple-là, on s'intéresse à la variation de position angulaire. On appelle ça aussi l'exemple du générateur. On dit que c'est un générateur parce que on fait tourner un circuit, une boucle de courant à l'intérieur d'un champ magnétique et on va générer du courant alternatif AC, un peu comme dans les barrages d'Hydro-Québec ou dans un dynamo qu'on accroche sur un vélo là, et qui frotte sur la roue de vélo. En tournant, le dynamo va générer de l'électricité, peut faire allumer des ampoules. C'est le principe du générateur ou de l'alternateur. Dans les voitures, on l'appelle comme ça. Voyons comment ça fonctionne. Un générateur ou un alternateur, c'est en fait une boucle de courant. Moi, j'ai fait ma boucle rectangulaire, parce que j'avais une boucle ovale ou circulaire, ça fonctionne aussi. Pardon. On fait rectangulaire parce que c'est facile d'aller calculer la surface d'un rectangle, c'est base fois hauteur, et j'ai choisi A minuscule pour la hauteur et B minuscule pour la base. J'ai dessiné le rectangle en perspective et je pense que j'ai bien réussi mon dessin. Là, il est beau et propre. Généralement, on va avoir beaucoup de tours de fil. Moi, j'ai choisi 5.2 K, ça veut dire 5200 tours de fil. Typiquement, là, on va avoir plusieurs milliers de tours de fil pour avoir un générateur qui est efficace. Évidemment, si le générateur est plus petit, on a moins de place pour mettre beaucoup de tours de fil. On va avoir quelques centaines de tours de fil, par exemple, dans un dynamo. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'on a un axe de rotation, là, et mécaniquement, avec des rivets, là, des roulements à billes, on vient contraindre la rotation de ce cadre-là autour d'un axe de rotation que j'ai dessiné en pointillé. On va forcer la rotation à une vitesse angulaire en radians par seconde constante. Cette vitesse-là peut être imprégnée par une turbine qui reçoit de l'eau sur ses pales, par exemple, comme dans les barrages hydroélectriques, ou par la roue du vélo qui frotte sur un engrenage dans le dynamo. Vous pouvez aussi tourner une manivelle, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. L'important, c'est de forcer le circuit avec une force extérieure à rester en rotation à vitesse constante, oméga. Si vous avez le goût de dire W, vous pouvez bien, je suis pas chez vous pour vous vérifier, mais vous avez pas mon respect. C'est la lettre grecque minuscule oméga en radians par seconde et c'est clairement pas W. Lorsqu'on est en classe, je fais des blagues avec ça là et je fais semblant que j'ai rien compris lorsque les étudiants disent W. Je dis « Hein? Quoi? De quoi tu parles? » Jusqu'à temps que l'étudiant dise oméga et ça écœure bien le monde. Mais au bout de la ligne, là, les vitesses angulaires, c'est oméga et c'est clairement pas W. Faites attention. Il va y avoir une résistance totale pour le cadre. On l'appelle R majuscule comme d'habitude en ohms. Il y a certains problèmes où on va vous donner la résistivité ρ et il va falloir aller chercher la longueur totale de fil L1. Pour faire ça, vous prenez le nombre de tours ou de nombre de spires N majuscule et vous multipliez par une circonférence ou un périmètre pour avoir la longueur totale et vous allez avoir aussi le gauge du fil, probablement le AWG là, avec le diamètre du fil et vous pouvez aller chercher A1 à ne pas confondre avec la vraie R A fois B. A1, c'est l'air du fil, l'air de la section transversale du fil. Si jamais ça vous arrive dans les exercices, soyez vigilants pour ne pas confondre la section transversale du fil avec la surface totale de la boucle ou du cadre. La question qu'on va vous poser, c'est la même que d'habitude. On va dire, écoute, va trouver epsilon induit ou I induit, la tension induite dans le circuit par la rotation ou le courant électrique induit par la rotation. Généralement, une fois que vous avez un, vous avez l'autre par une loi d'Ohm. Ici, on va trouver simplement epsilon induit pour cet exemple-là et vous pourriez appliquer la loi d'Ohm pour aller chercher le courant I induit. Il y a un champ magnétique uniforme et constant dans lequel baigne le cadre et cette fois-ci, on va avoir un angle θ qui n'est pas constant. Θ va être une fonction du temps et va être égal à θ0 plus oméga t plus 1/2 alpha t carré, tel que vu dans le cours de mécanique, chapitre 9 ou 10, je pense, des livres de Benson ou La France, où on traite des mouvements de rotation. On va rester cool avec vous, et comme pour les variations de surface, on va considérer seulement des mouvements du cadre à vitesse angulaire constante, avec aucune accélération angulaire alpha. Donc, vous allez avoir seulement deux termes, la position initiale de votre cadre,
plus l'augmentation linéaire de position angulaire qu'on appelle la vitesse angulaire oméga. On peut faire semblant qu'on commence à 0 degré pour la position initiale θ0. À ce moment-là, on se ramasse avec θ qui vaut simplement ωt, et c'est tout à fait correct. Vous avez deviné qu'on va dériver d'une façon ou d'une autre θ un jour ou l'autre, et la dérivée de θ0, comme dans l'exemple précédent pour x0, va nous donner 0. Et qu'on parte à 0 degré ou à 15 degrés ou à 25 degrés, au bout de la ligne, ça fera plus beaucoup de différence. L'angle θ, je vous le rappelle, c'est l'angle entre le vecteur A, qui est perpendiculaire à la surface du cadre, et le champ magnétique B, qui est de direction constante. Cet angle-là est important et il va apparaître dans l'expression du flux magnétique AB cos θ. Sauf que là, le cos θ, c'est ωt. Donc, on va écrire le flux magnétique phi comme A, une constante, fois B, une autre constante, fois cos θ, une fonction de quelque chose qui est variable. Dans l'équation de Faraday, on retrouve le flux magnétique dérivé par rapport au temps. Donc, on va aller dériver le flux magnétique, et comme il y a seulement cos de ωt qui varie, on va sortir A et B en avant de la dérivée. Ça va nous donner moins n A B d dt cos ωt. La dérivée d'un cosinus, c'est un moins sin fois la dérivée de l'intérieur. Donc, on va se ramasser avec n A B sinus ωt. Le moins qui était en avant est annulé par le moins généré par la dérivée, mais au bout de la ligne, c'est un moins philosophique et on va considérer seulement la valeur absolue. Donc, ça ne changerait rien si je le mettais ou pas. Et là, il nous reste la dérivée de l'intérieur. Il faut dériver ωt par rapport au temps, et ça fait oméga. Quand on l'écrit proprement, il nous reste n A B oméga fois sinus ωt. C'est une fonction sinusoïdale et on peut regarder à quoi ça ressemble, mais avant, gardons en tête que A, c'est la surface du circuit et que c'est égal à A minuscule fois B minuscule, la surface A comme ça de notre cadre. N, dans notre cas, ce serait 5200. B, ce serait la valeur en Tesla du champ magnétique uniforme et constant. Et oméga, c'est de la vitesse angulaire. Des fois, on vous la donne en RPM. Gardez en tête que les RPM, on ne peut pas les utiliser directement comme oméga. Un RPM, c'est une rotation par minute. Donc, par exemple, si vous avez 3500 RPM, c'est égal à 3500 fois 2π, un tour, divisé par 1 minute, 60 secondes. Donc, un RPM, là, il faut faire fois 2π divisé par 60 lorsque vous rencontrez ça pour transformer les RPM en radians par seconde qui sont effectivement utilisables dans nos équations. Bon, voyons à quoi ça ressemble là, sur un graphique. Une fonction sinusoïdale comme ça. Delta V en fonction du temps. Ça va ressembler à un machin qui oscille de façon constante comme ça. Et on va appeler, c'est pour ça que je fais le dessin, là, on va appeler la hauteur maximum l'amplitude epsilon indice 0. La hauteur maximum d'une fonction sinus, c'est les constantes qui sont devant la fonction sinus. Dans notre cas, ce serait n, a, b, oméga, qu'on va appeler l'amplitude de la tension induite et on va la nommer epsilon 0. Oméga nous permet d'aller chercher la période t et puis la fréquence f.
La fréquence F, c'est égal à oméga divisé par 2pi. J'hésite parce que je ne sais pas si c'est important pour les exercices que vous faites. Je vous le dis quand même. Là. La fréquence, c'est la fréquence du courant alternatif qu'on génère avec le générateur. Le courant d'Hydro-Québec qu'on trouve dans les prises de courant a justement une forme sinusoïdale comme ça pour plusieurs bonnes raisons. Là, mais une des bonnes raisons, c'est qu'il est produit par des générateurs qui produisent naturellement du courant alternatif. Il y a beaucoup d'autres raisons, là, entre autres que le courant alternatif est beaucoup plus malléable au niveau de la transformation de la puissance que le courant continu et il peut être moins ou plus dangereux, là, ça dépend des écoles de pensée, ça dépend du type de courant auquel vous avez affaire, mais là où je veux en venir, là, c'est que la fréquence dans la prise de courant, c'est 60 Hz et ça peut être intéressant de faire la comparaison. Là, vous prenez oméga, la vitesse angulaire de votre rotation de générateur, vous divisez par 2pi et bingo, vous avez la fréquence en Hertz. Même chose, si vous voulez avoir oméga, vous multipliez 2pi par la fréquence et c'est réglé aussi. On peut aller chercher la période 1 sur F entre un point ici et un autre point là. La période T, c'est le temps que ça prend pour faire une oscillation complète. Ça correspond à une rotation complète aussi de votre générateur. Et je pense que c'est tout ce qu'il y aurait à dire. Peut-être si vous cherchez le courant induit, il faut faire epsilon induit sur R. Ce serait la dernière étape de résolution de problème. Alors voilà pour l'exemple 3. Ça fait le tour de tous les cas 1, 2 et 3 que vous pouvez rencontrer dans les exercices. On peut avoir une variation de champ magnétique, une variation de surface et finalement une rotation dans l'espace. C'est la variation de position angulaire θ qui correspond au générateur.